Pascal Ebel, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. Alors aujourd'hui commencent les soldes pour 6 semaines, mais après ça sera réduit Peut-être moins. voilà, Ouais. à 4 semaines. Parce que c'est vrai que les soldes, c'est de moins en Ouais. moins un événement. Mais c'est à cause d'Internet. On a l'impression maintenant que tout est toujours en promo. Alors, ça n'a pas été qu'Internet, c'est surtout le fait qu'on a changé la loi et qu'on peut faire des promotions. À partir de la loi de modernisation économique de 2009, tous les vendeurs ont pu faire des promotions toute l'année, c'est-à-dire avoir des stocks qui vendaient à un prix en dessous de ce qu'ils vendaient en standard. Et donc, en effet, Internet accélère le fait que les produits sont de plus en plus vendus en promotion. Par exemple, là, des ventes privées juste avant les soldes. On a pu écouler des stocks, mais par contre, c'est que pendant les soldes qu'on vend en dessous du seuil À perte, c'est ça la différence entre promotion et solde. Voilà, c'est que solde, on peut vendre à perte. Voilà, et comme même quand il y a eu le Black Friday qui a très très bien marché fin novembre, normalement, le consommateur, il doit faire plus d'affaires là, à partir d'aujourd'hui, que tout ce qu'il y a eu au cours de l'année en dehors des soldes. Là, on déstocke, on vend à perte. Et on peut vendre avec des remises de 70%. Il n'empêche, souvent, lors des périodes de soldes, ce sont des vêtements qu'on achète. Ouais. Et le vêtement, est-ce qu'à force de ces collections de plus en plus rapides, de ces prix de plus en plus bas, là, avec toutes ces chaînes, là, H&M, Zara, Primark, les vêtements, notamment dans la mode féminine, n'ont pas perdu tout. C'est presque devenu, on a l'impression, un produit jetable, sans valeur. Et d'ailleurs, ce qui se vend le plus, c'est vraiment toutes les nouvelles chaînes, beaucoup moins chères, Primark, etc., qui arrivent en France, H&M. Et qui ne font pas de soldes, elles, d'ailleurs. Et qui ne font pas de soldes, parce qu'elles ont déjà des prix très bas, et elles renouvellent beaucoup leur collection. Donc, en fait, tout le monde est incité à racheter à des prix qui ont beaucoup baissé. C'est vrai que depuis qu'on a ouvert les frontières, depuis une vingtaine d'années, le prix de l'habillement baisse beaucoup. Et surtout, les gens achètent aussi quand même de moins en moins de vêtements en pièces, parce que la population vieillit et qu'on est moins sur des codes vestimentaires dans le monde salarié, par exemple. Il n'y a qu'à Paris qu'on s'habille, il n'y a que les Parisiens qui dépensent beaucoup pour s'habiller. Ah oui ? Et ailleurs, on dépense de moins partout, en moins. on cherche à être bien habillé. Mais c'est vrai qu'on peut être très bien habillé pour de moins en moins d'argent. Alors, les boutiques de centre-ville ont un autre concurrent redoutable, ce sont les sites Internet, puisque maintenant, on commande sur Internet. Du coup, quand il y a un problème en France, que fait-on ? Une taxe, voilà. Donc le Sénat vient de voter une taxe contre les sites de vente en ligne pour essayer un peu de redorer le blason des boutiques de centre-ville. On va écouter ensemble, Pascal Ebel, quelques réactions de clients dans la rue. Je crois qu'il n'y a plus de commerce. Moi, je suis après la porte de Versailles, vous voyez, en banlieue, enfin proche banlieue. Nous, on n'a plus rien. Donc... On ne peut pas faire marche arrière. Je pense que le e-commerce, forcément, après sa place, elle continuera à progresser. Je fais les deux. Je fais Internet et je vais aussi dans des magasins traditionnels. Ça dépend ce qu'on cherche. Et c'est encore une façon de taxer encore toujours les gens. C'est vrai que ces pauvres boutiques de centre-ville, elles avaient déjà la concurrence des hypermarchés en périphérie. Et maintenant, elles ont la concurrence, en plus, des sites Internet. Et oui, alors c'est vraiment sur l'habillement que la part de e-commerce est la plus forte. C'est 20% des achats qui se font maintenant sous forme de e-commerce. Et donc, en effet, les consommateurs, sur les soldes, ils attendent minuit et ils se jettent sur des vêtements qui, finalement, sont plus faciles à acheter parce qu'on a sa taille. On choisit tout de suite. On peut réserver et après, on va le chercher dans le magasin. Alors que quand on va dans un magasin, on est déçu parce que ce n'est pas forcément la dernière collection. On a remis des vieux vêtements, on a des tailles qui ne vont pas. Donc, les consommateurs, ils gagnent beaucoup à tout acheter sur Internet, y compris pendant les soldes. Alors, pendant les soldes, il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi parfois des téléviseurs, je sais pas, des voitures. Des voitures. Tout le monde a fait ses soldes. Sauf que maintenant, quand on entre dans une boutique et qu'on voit, je sais pas, on veut acheter un ventilateur, par exemple, immédiatement, on prend la référence sur son portable et on dit « il est moins cher ». Donc, on est obligé... Tout le monde a été obligé de s'aligner. Sur le prix le plus bas. Donc, il n'y a plus de marge pour les boutiques. Enfin, moi, je me mets à la place des... C'est ce qui fait baisser les prix. C'est-à-dire que l'entrée sur Internet, c'était avant tout pour comparer les prix. Donc, ceux qui achètent beaucoup sur Internet, c'est ceux qui font ce qu'on appelle les chasseurs de promotion, qui cherchent les prix bas. Et en effet, au début, ceux qui avaient des magasins physiques et des sites avaient des prix moins chers sur Internet, mais ils sont obligés d'avoir les mêmes prix partout, parce qu'en effet, les consommateurs arrivent en magasin, et si le produit est en promotion et plus bas sur le site, le vendeur est obligé de s'aligner, c'est-à-dire que là, tout a été aligné vers le bas. Et donc, en effet, Internet permet en plus de comparer avec des prix à l'étranger, donc on va se mettre sur d'autres sites qui n'ont pas de taxes, qui n'ont pas les mêmes taxes qu'en France, et on peut avoir des objets. Et on dit aux vendeurs, on dit aux commerçants qui a sa boutique et qui doit payer des impôts et payer un loyer, écoutez, sur Amazon, c'est 10% moins cher, donc vous vous alignez, donc il n'y a plus de marge. Voilà. Ah oui, c'est ça, tout à fait.
Alors, les prix sont de plus en plus réactifs. On le voit notamment dans les hôtels, dans l'aérien. Il y a des logiciels qui permettent de maximiser en permanence. Alors, je vous dis ça parce que j'étais très surpris. Aux Pays-Bas, il y a Shell qui mène cette expérience, ces stations-service. Le prix de l'essence varie en permanence en fonction de l'offre et la demande. Vous rentrez le soir chez vous, il y a beaucoup de monde qui veut prendre de l'essence, pouf, le prix de l'essence monte. Tout ça pour vous demander si un jour on en arrivera au point que dans les supermarchés, quand il fera chaud, le prix de la bouteille d'eau sera plus cher et à l'inverse, quand il pleut, le prix du parapluie monte. Oui, en effet, pour les acteurs qui font ça, ça leur permet d'avoir un flux plus continu d'acheteurs dans les magasins. Au moment où il y a des creux, comme ça, il y a plus de monde. Et donc, le modèle économique permet d'avoir moins de monde au même moment et donc d'y arriver mieux. Finalement, ils sont gagnants en faisant ça. Et de remplir les avions quand il n'y a personne avec des gens qui payent moins cher, ça s'équilibre. Mais ça aussi. Va arriver dans les rayons des supermarchés, là, ces prix qui bougent en permanence. C'est vrai que même quand il y a des événements, tout d'un coup il fait trop chaud ou tout d'un coup il pleut, on vous vend des parapluies plus chers. Ça existe déjà un petit peu. Donc on peut imaginer que sur des vêtements qui deviendront d'ailleurs de plus en plus simplement de l'usage et moins de l'objet, on est un peu la même chose. C'est qu'on vous louera les habits, c'est déjà un peu le cas pour certaines occasions. Et évidemment, si vous le louez au moment où tout le monde loue en même temps, c'est plus cher. Tous ces bouleversements-là, en fait, l'arrivée de l'Internet, voilà, c'est ce qui explique les difficultés de notre... Nous avions un géant en France, c'était Carrefour, qui était le numéro 2 mondial de la grande distribution. Ça fait 10 ans qu'ils sont en difficulté. Aux États-Unis également, il y a la chaîne américaine Toys R Us qui a fait faillite. Le commerce traditionnel est condamné, il doit se réinventer. Oui, il y a vraiment la distribution est vraiment dans un tournant aujourd'hui. Ils sont vraiment bouleversés par tout ce qui se passe. Et c'est un peu le modèle de l'ancien monde et tout se passe sur le digital. Il y a quand même des consommateurs qui ont besoin du lien. Et ce qu'on voit, c'est que c'est les petits artisans, commerçants qui sont en train d'être dynamiques. Parce qu'il y a aussi quand même, de la part de la société, un rejet de tout ce qui est trop gros. Donc on a des résistants à tout ce qui va être le monde des GAFA. Et donc certains qui continueront quand même à acheter, mais à condition qu'il y ait ce lien social. Donc c'est plutôt les petits commerçants qui... Il faut choyer le client, il faut redevenir il faut commerçant s'occuper de lui. Et non plus On a besoin d'empathie, et en France plus qu'ailleurs. Et donc ce lien social permet aux tout petits de continuer d'exister. Sur Internet, il y a quand même une chose qui se vend mal encore, et d'ailleurs on voit bien les hypermarchés vont là-dessus, c'est tout ce qui alimente. Acheter des cerises, acheter des tomates... c'est quelque chose qui a encore du mal à percer sur Internet. Du coup, c'est pour ça que Carrefour se recentre, puisqu'on parle de Carrefour. Alors, comme l'alimentation devient plus, est plus questionnée, on cherche plus de sens qu'avant quand on mange. En effet, il y a une partie de la population qui va chercher à avoir une histoire, à connaître le produit, à savoir d'où il vient. Et donc, sur ce secteur, ça met beaucoup plus de temps, le e-commerce, notamment parce qu'il y avait aussi le problème de la logistique. Aujourd'hui, ça pèse très très peu le e-commerce pur dans ce secteur-là. C'est pas essentiellement parce qu'on a besoin de connaître d'où vient le produit, c'est aussi parce que la logistique coûte cher quand se faire livrer 1 kilo de tomates chez soi. C'est ça. Par rapport au prix au kilo, c'est pas du tout possible d'y arriver. Voilà, en tous les cas, c'est passionnant. On voit bien que ce monde de la distribution est totalement bousculé par l'arrivée d'Internet, avec des soldes donc, qui, elles aussi... il y a de moins en moins de Français qui font les soldes. Qui vont être réduites à 4 semaines. Ce sont les derniers soldes à 6 semaines. Voilà. Merci beaucoup, Pascale Ebel, directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Est-ce la fin du libre-échange ? Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre les Européens qui, en représailles, ont décidé, par exemple, de taxer les Harley-Davidson. Harley-Davidson qui, en conséquence, a décidé de délocaliser en dehors des États-Unis une partie de sa production. Jusqu'où ira cette escalade ? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Trump taxe Harley-Davidson taille la route ».